Cette semaine, dans le balado, le passé nous rattrape. Eh bien oui, bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Oui, allô? Écoute, c'est un peu à l'image de la semaine. Je pense que ça va être un balado assez court, short and sweet comme on dit, mais quand même un film que nous, on attendait en tout cas depuis un bon moment. La semaine dernière, on avait 2-3 films de plus de 2h30. Fait que là, des films... là, c'est tout à fait le contraire. Moins de films et des films plus courts cette semaine. Vraiment. C'est je sais pas, du counter-programming d'une certaine façon. Bref, un mot de notre commanditaire, comme d'habitude, Musée Huron-Wendat. Après plus de 15 ans, le Musée Huron-Wendat a inauguré sa nouvelle exposition permanente intitulée Wendat Indie, nous les Wendat. Celle-ci met de l'avant des personnages importants dans l'histoire de la nation Huron-Wendat, des porteurs de la culture Wendat. Cela permettra d'adopter un point de vue Wendat sur les thématiques importantes pour la nation, notamment la façon dont elle a assuré une continuité dans son identité à travers les époques par sa résilience active s'appuyant sur une tradition forte. Au fil d'une histoire marquée par certaines ruptures et des bouleversements majeurs, son inventivité et sa capacité d'adaptation ont rendu possible le maintien d'une culture vivante tournée vers l'avenir. Wendat Indie, nous les Wendat, est ouvert au public dès maintenant. Consultez le site web www.musehuronwendat.ca pour plus d'informations sur les heures d'ouverture et pour faire la réservation d'une visite guidée. Vous pouvez aussi retrouver le musée sur Facebook et Instagram à @musée Huron-Wendat. Alors, petit tour de l'actualité de la semaine. Pour moi, Hollywood aussi est en vacances, comme bien des gens, avec Hollywood, la juillet. Hollywood est dans le film Maxine, Oui. il était trop affairé là-dedans. Alors, c'est une semaine assez courte en termes d'annonces, de nouvelles et tout ça, mais j'ai en quand plus, même c'était relevé... Independence Day, machin. Oui, le 4 de juillet, effectivement, fait que ça se peut que tout... C'est ça, puis on y reviendra. Je me souviens pas l'an passé, on y reviendra, on est dedans. Là. Je me souviens pas l'an dernier qu'est-ce qui était sorti, mais il y a toujours comme... Indiana Jones, me semble, c'était tout ça? Ou il était sorti la fin de semaine je pense qu'il était sorti d'avant, le 27-28 juin, ça. fin de semaine d'avant. Mais tu sais, on a souvent été habitués à Transformer, à Independence Day, littéralement, à plein de gros films américains. Puis je trouve ça vraiment bizarre que il y a Détestable Moi 4, on y reviendra tantôt, mais qui est comme un film de famille et tout. Mais je suis comme, pourquoi Twister sort le 19? Puis c'est le même distributeur, pourquoi ils n'ont pas mis ça? America, là, c'est en plus le film a l'air de faire l'éloge de ça, des chasseurs de tornades, on n'a pas peur, on est des vrais beaux hommes blancs. Fait que je suis comme, pourquoi En tout cas, je suis quand même curieux, j'ai hâte de voir le film quand même, là, malgré ma dérision, mais je suis comme, il me semble que c'est ça qui manquait d'habitude. Là, je suis bien d'accord. Un film avec un drapeau américain au vent, là, c'est ça qui sort le 4, là, mais pas cette année. Non, écoute, bonne question au nouveau marketing. Pourquoi qu'ils ont préféré ça? Puis même Wolverine et Deadpool et Wolverine ouvrent quand même un peu tard pour la période mais là, estivale. Je pense que justement Disney font plus attention, même si c'est des lignes directrices différentes entre un Pixar, un Disney Animation, un Marvel, mais ils voulaient pas sortir le 14 juin puis 2 semaines après se le mettre dans les jambes. Non, cannibaliser les écrans. Je comprends tout ça, mais ça aurait été un genre de film aussi qui aurait pu très bien qui était peut-être devancé le Pixar d'une semaine ou en tout cas. Ouais. Mais les deux plus gros films potentiellement de l'été sortent quand même vers la fin de l'été et non au début. Là, finalement, Inside Out va probablement être un des plus gros films de l'été, puis il est sorti assez tôt et il en bénéficie. Mais oui, là, il va peut-être... je sais pas si je te revole, il va peut-être perdre un peu des plumes avec la sortie de Détestable Moi. Là, il y a des familles qui vont certainement aller voir les deux, mais il y en a qui vont peut-être faire un choix, puis là, rapidement, on va voir une descente un peu sur Inside Out. Là. Ça m'amène sur une des nouvelles, justement. Okay. Parlons de Sans dessus-dessous 2, Inside Out 2, qui, tu l'as dit, va probablement être, je pense, un des films les plus spectaculaires de l'année, même en termes de box-office. Oui, spectaculaire dans le sens de lucratif. Et écoute, c'est assez impressionnant. On est déjà à deux semaines? Non, ça fait 3. Ça va être il a sorti le 14. Semaine, il a sorti le 14. Fait que ça va être sa 3e fin de semaine, c'est ça? Non, il a fait 14, 21, 28. Là, il commence sa 4e fin de semaine. Ah oui, c'est ça. Ou je suis mêlé, puis il est sorti le 21. Non, c'était le 14, t'as raison. Ça va être, il y a eu 3 week-ends. Oui, parce que sinon, il ne serait pas rendu à 500 millions, ce qui va franchir aujourd'hui.
Fait que, En fait que domestique, ça a du bon sens. là? Ouais, Ouais, donc, ok. en termes de box-office domestique. À l'international, il a franchi le milliard aussi, un des rares à le faire. Donc, il s'est positionné maintenant étant le deuxième film au box-office en termes de recettes cumulées pour la franchise pour les studios Pixar. OK. Alors, derrière Les Incroyables 2, C'était comme en 2018, je pense. moi, je pense dans ces années-là, donc qui trône au sommet pour l'instant avec 608 millions domestiques. Et attends un petit peu, je vais aller chercher. 2,4 milliards. Donc 1 milliard 240 millions. Ouais, au box-office à l'international. Donc, c'est tout à fait dans la mire de Inside Out 2, là, parce qu'il même s'il y avait une grosse chute, ben, tu sais, tous les films chutent de semaine en semaine, là, mais d'ici 2 semaines, ça devrait être égalé. Puis ce film-là va être à l'affiche. Le CEO avait dit au moins 100 jours avant qu'il soit sur Disney+. Fait que... Il n'a pas dit non plus qu'il serait après 100 jours. Il a juste dit c'est sûr que pour 100 jours, il n'est pas là. Fait que ça, c'est du bon temps de cinéma. Fait que je pense qu'il envisage qu'il soit jusqu'au Labor Day, à la fête du travail, probablement, là, si possible. Ben, moi, je suis bien content, en tout cas, pour Pixar, parce qu'on sait qu'ils l'ont eu plus dur pendant la pandémie. Oui, il y a beaucoup d'insuccès, puis c'est dommage quand on pense à Lightyear, là, je l'ai en tête, ou Elemental, qui était comme des nouveaux... Ben, Lightyear était plus un spin-off, là, mais tu sais, Elemental était comme une nouvelle idée, puis ça pas réussi à rejoindre son public, puis je trouve ça dommage parce que c'est le fun de voir des créations neuves, mais quand personne n'y va, ben là, ils font, ben on va faire des suites, puis là, ils font une suite à Inside Out, qui était comme quand même un très, très bon film qui a marqué beaucoup de générations, et on le voit par le box-office et tout, la popularité, mais ça dit, ben la prochaine fois, on est mieux de faire Inside Out 3 que faire un nouveau film, tu sais, fait que... C'est sûr que je pense que les suites payent les films audacieux, puis etc. Puis à un moment donné, ben, c'est ça aussi, Inside Out, c'était un premier projet de OK, on l'essaye, puis ça a super bien marché. Toy Story 1, c'est la même affaire, mais il doit y avoir un Toy Story 5 en chantier, je sais plus. Tout à fait, oui, c'est 2026. Oui. Bon. Fait que, mais probablement que ça va être comme une nouveauté pour 2 suites, là, si je me fie, parce que l'an prochain, c'est Elio, je pense, qui devait sortir à l'origine, même l'année passée. En mars, il y a 2-3 mois, puis ils l'ont repoussé donc à mai ou juin 2025. C'est ça. Puis après ça, 26, on va avoir Toy Story 5. Puis je pense que l'autre d'après, c'est une autre suite, mais je me rappelle plus. C'est peut-être un Untitled Pixar movie. Là, mais pour devenir le film d'animation le plus lucratif de tous les temps, il y a encore 5... Mais pas juste non, c'est ça, excuse. Il va devenir le numéro 1 chez Pixar dans quelques semaines. Mais OK, pour tout studio confondu, mais on s'entend que c'est pas mal Disney, à part un film. Spider-Man, peut-être? Non, même pas. Écoute, là, il est en 6e position. On cumule les recettes à l'international. Mais probablement qu'aujourd'hui, demain, il va dépasser le 2e million. Okay. Qui était 1,1 milliard, fait que il est tout proche. Ensuite, Incroyable 2, on le disait 1,240 milliard 240 000. Frozen, le premier, 1 milliard 270 000. Okay. Super Mario, 1 milliard 300 000. Et Frozen 2. C'est ça, effectivement. Frozen 2, 1,4 milliard. 1,4 milliard. Fait que 300 millions, c'est faisable, je pense. C'est faisable. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des marchés qui n'ont comme pas encore ouvert. Je sais pas. Il joue-tu en Chine? Je pense qu'il devait ouvrir en Chine. Est-ce qu'il l'est présentement? Je ne sais pas. Il faudrait fouiller un petit peu plus. Mais s'il rajoute un 100-150 millions domestiques, c'est sûr qu'il peut faire la même chose à l'international. Ouais, exact. Mais c'est quand même fascinant aussi de regarder, fascinant, du moins intéressant, les films là, qui topent comme ça, que ce soit dans le genre d'animation, n'importe quoi. Des fois, au cumul, mettons, je sais pas, là, 2 positions qui sont très proches, mais il y en a un que genre 50% de son box-office est domestique, donc États-Unis, Canada, puis il y en a d'autres, des fois, c'est comme 35%. Là, un film, là, je me souviens plus c'était lequel, tu sais, le Black Panther, là, qui avait fait genre 700 quelques millions aux États-Unis, qui est comme super haut, mais il a pas fait 2 milliards non plus, tu sais, il a juste... À l'inverse, ou Top Gun Maverick, là, qui a fait énormément aux États-Unis, mais tu sais, il est pas à plaindre, là, mais il a pas...
fait 1,8 milliard, là, je me souviens plus, mais c'était comme juste son ratio est vraiment élevé aux États-Unis. Ouais. Tu sais. Puis si on prend la franchise comme Rapide et Dangereux, les derniers, c'est justement le contraire. Exact. Ils font comme 25% de leur box-office aux Ouais, je États-Unis, pense puis qu'ils sont 75 à déçus l'international. des États-Unis. Ils s'attendent à faire plus un 250-300, puis ils en faisaient comme 160, là, fait que ça va pas. Ou les derniers Transformers, c'est un flop surtout là, le 5, là, avant qu'ils fassent le genre de reboot là, l'an passé, mais c'était ça. C'était comme 200 millions aux États, mais 500 en Chine, fait que ça fait un milliard au total. Le même phénomène pour les Pirates des Caraïbes aussi, c'est pour ça qu'on en a eu deux autres. Ah ouais, je ne les ai pas analysés, ceux-là. Ouais, on est dans la même trempe, là. Fait que... Alors voilà, sinon, une nouvelle qui a suscité beaucoup de questionnements. On n'a pas encore de réponse, mais Warner Brothers et Legendary ont annoncé la sortie du prochain film de Denis Villeneuve. Ah ouais, OK. On a déjà une date, soit pour tout de suite, c'est le 18 décembre 2026. Oh, OK, oui, c'est dans comme quasiment 3 ans. Ouais, 2 ans. En 2024. Mais on a annoncé vraiment un event movie, alors vraiment un film de grande envergure. Mais c'était-tu... Sur quoi on sait qu'il travaille? Il est attaché à Cléopâtre? À plein de choses. Ouais. Okay. Dont Dune Messiah aussi, quand même. Ouais, mais ça, il semblait vraiment dire que ça serait plus tard, là. Ben, les rumeurs qui proviennent du milieu de l'industrie disent que ça serait ça. OK. Fait qu'il va... Plus tard, c'est dans 1 an. C'est pas... Mais il va faire un autre film avant? Ça se peut-tu? Peut-être. Ça, c'est pas impossible. Mais j'ai l'impression que pour Dune, il va probablement battre le fer tandis qu'il est chaud. Qui a accès aux comédiens, parce que j'ai l'impression que Zendaya, son agenda va se remplir. Nous, on veut le faire, c'est là, et il va pas dire « Ah, c'est ça. là quelqu'un d'autre. » Fait que c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'ils veulent terminer tout ça. Puis je pense pour lui aussi, à un moment donné, mentalement, de ne pas étirer ça un autre 7-8 ans. Là, je pense que ça peut être bien, même si c'est très exigeant. Ouais, ben ça dépend s'il il scénarise, puis il écrit, puis il travaille là-dessus pendant 8 ans, c'est exigeant. Mais s'il fait juste complètement mettre ça en veilleuse, puis dire j'y reviens dans 3 ans, c'est différent. Je pense qu'il est toujours là-dessus. Puis même à l'époque qu'il travaillait sur le 2, il disait qu'il y avait déjà des d'écriture en tête pour le 3. Fait que je pense que c'est un peu non-stop là, quand tu embarques dans une grosse saga comme ça. Okay. Mais ça va être à suivre, ça va être à confirmer, mais moi, je ne serais pas étonné que ça serait finalement Dune Messiah qu'on pourra voir le jour, et probablement, comme tu dis, peut-être fin d'année prochaine, peut-être qu'il tournera un film peut-être un peu plus petit budget, un petit truc là pour changer. Oui, il avait été attaché à un autre film de sci-fi, là... c'était l'Arthur C. Clarke Rendez-vous avec Rama, mais c'est une autre affaire à gros budget. Ah, ok, je pensais que c'était un petit... Non, fait que c'est un truc dans l'espace. Ça fait que peut-être que ce serait la chose qui va suivre. Mais non, c'était quoi? C'était un truc sur le... On avait parlé sur une potentielle attaque des États-Unis d'armes nucléaires, quelque chose. Ouais. Non, c'est vraiment une attaque nucléaire. Okay. Comment que les gens réagissent à ça, comment le gouvernement va réagir. C'était inspiré là, d'un roman, pas d'un roman, mais d'une œuvre de non-fiction, là, d'un essai. Qui tournerait plus dans le thriller à ce moment-là. C'est ça, fait que ce serait peut-être pas... ce serait peut-être ça. Fait que bref, pour les amateurs de Denis Villeneuve et de Dune, potentiellement... la fin de sa conclusion, c'est ça, qui se dessine. Parce qu'en plus, c'est avec Legendary, qui est le producteur aussi de Dune. C'est ça. C'est aussi qui n'est pas un hasard, je pense. Puis avec le récent succès au box-office, ça serait pas fou de penser qu'il sorte ça pour le temps des fêtes, littéralement. Fait que ça lui permet probablement d'aller tourner à l'hiver 2025, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être un film de Noël. Ah, écoute, qui sait? C'est peut-être Christmas on Arrakis. Ouais, ok, des spin-offs à la Star Wars, là. le fameux special. Puis c'est ça, un peu comme eux, ils suivaient toute la famille des Chewbacca, là, des Wookiees. Fait que c'est ça, faudrait trouver une créature, des vers de sable, Noël avec des vers de sable. Ça serait magique. Le punch bleu, là, qui fait tout buzzer tout le monde. C'est le Père Noël qui va livrer les cadeaux sur les sables, sur les verres, là, ça serait génial. Avec 8 verres, qui c'est qui va là? Comment le Père Noël monte dans les cheminées, c'est comme au début du 2, là, quand il escalade. Oui, c'est ça.
Écoute, je copyright tout ça tout de suite. Parfait. Il y a un fanfiction à faire à tout le monde. Vraiment, vraiment. Sinon, autre petite nouvelle que ça, je trouve juste sweet, ce genre d'affaires-là, des petites attentions comme ça. On sait que le prochain Superman est en tournage présentement par James Gunn, qui est le réalisateur. D'ailleurs, quelques images qui ont commencé à circuler, là, des photos qui ont été prises. Et on a appris que Will Reeve, qui est le fils de Christopher Reeve, qui est journaliste dans la vie pour la chaîne ABC News. S'il est journaliste dans la vie, est-ce qu'il est Superman dans la vie? Ça serait quand même drôle quand même, hein, qui est devenu journaliste. C'est pas qu'il a les mêmes lunettes. Mais il ressemble quand même à son père. Il va avoir un petit caméo dans le prochain Superman, justement comme journaliste au Daily Planet. J'imagine qu'il va avoir une petite scène qui va croiser Clark Kent, il va avoir quelque chose comme ça. Là. Fait que je trouve que c'est une belle petite attention. C'est drôle. Comme ça, ouais. Fait que voilà pour les actus, c'était aussi simple que ça cette semaine. Même en annonce aussi, c'est assez mollo, bien que c'est la semaine prochaine qu'on devrait avoir celle de... Deux femmes en or. Les premières images là, qui devraient être pour être placées devant Nos belles-sœurs, qui sort la semaine prochaine. Fait que je pense un petit teaser de 1 minute. Là. OK, bien de voir ça. Sinon, un autre film coproduction québécoise et internationale aussi. Je ne me rappelle plus qui est derrière tout ça, mais c'est un peu le retour du collectif RKSS qui nous avait donné Turbo Kid. Oui, Roadkill Superstar. Turbo Kid, il y a quelques années déjà 2015 à peu près. Oui. Il avait fait Summer of 84 par la suite. Fait que c'est des Québécois qui travaillent international, fait qu'ils font leur film en anglais d'abord. Puis là, c'est We Are Zombies, mais c'est comme... Peut-être que vous dites, mais il me semble que j'ai déjà entendu ça. C'est un film qui avait présenté à Fantasia l'an dernier, donc il est prêt depuis longtemps, mais il n'avait juste pas pris l'affiche encore. Puis ça va être là Il annonce pour le 17 juillet. Je ne sais pas si les cinémas vont plus l'ouvrir le vendredi 19. Là. C'est quand même bizarre. Les films qui sortent le mercredi, là, mais je sais qu'on l'a avec un peu Nos belles-sœurs qui sort le jeudi. 1995 sort le mercredi. Les Mignons Détestables sorti le mercredi, mais bref. C'est supposé sortir le 17. Je pense que ça va être quand même assez limité. Mais film, on en reparlera, mais film quand même très sympathique. Là, ou dans un monde post-apo où les zombies sont parmi nous, mais sont comme pas méchants. C'est plus comme des sans-abri puis qui volent les jobs et tout. Puis une espèce d'histoire de braquage, là, de faut aller voler quelque chose pour se faire un peu d'argent pour blablabla, mais dans un monde... parce qu'ils ont gardé une part d'intelligence aussi. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est pas juste des créatures niaiseuses, là, fait que... C'est ça, mais qui se nourrissent pas de cerveau, quoi que ce soit, ils sont pas une menace pour des morts vivants, exact. Fait que c'est inspiré d'une bande dessinée début des années 2010 qui avait été publiée chez les Humanides Associés. J'avais lu à l'époque, mais ça qui a un autre titre, j'ai oublié par exemple, c'est un plus long titre. Là. Je Z comme zombie, je me semble que c'était ça à l'origine, puis à un moment donné, ça a même changé de nom. Puis, c'est ça. Ils l'ont même d'ailleurs ressorti une intégrale des 4 tomes avec le titre We Are Zombies, justement pour se coller un peu au film, parce que je pense que les Humanos sont aussi coproducteurs du film. Bref, fait qu'on voit, on est un peu dans l'horreur absurde, fait pas un Passion of the Dead, là, peut-être un peu dans ce créneau-là. Là. Fait que, je suis content en fait pour Anouk Johan Carl et François Simard là, qui en veut un peu se voir un film au grand écran, parce que Summer of 1984, c'était juste sur la plateforme. Non, il avait été au cinéma. Ok, ça, je me rappelais pas. Mais c'est des films... Tu sais, Turbo Kid avait été un petit hit, puis dans les... Vous savez dans quel genre de cinéma ça joue, mettons, ça avait duré quand même quelques semaines. Mais les autres sont passés plus en coup de vent. L'autre, puis lui aussi, tu sais, une semaine avant Deadpool et tout, là, je sais pas, en tout cas, hâtez-vous à aller le voir. Mais puis ils ont un nouveau film, eux autres, qui va être présenté à Fantasia aussi, d'ailleurs. Qui devrait voir d'ici la fin de l'année l'affiche, parce que j'ai eu le bonheur de m'entretenir avec eux. D'ailleurs, on va avoir un avec article, les trois ensemble? Oui, avec les trois ensemble. Fait qu'on va mettre ça en ligne sur monciné.ca. Fait qu'une belle conversation. Ils sont vraiment sympathiques, honnêtement, puis très passionnés. Fait que... Écoute, moi qui, justement, consomme beaucoup de balados, j'aime bien Les Mystérieux Étonnants, qui est un podcast de geek et comme l'ensemble de la culture populaire. Et Johan Carl est souvent panéliste là-bas, invité et tout. Fait qu'il parle pas de ses affaires, il parle beaucoup de jeux vidéo et de trucs comme ça. Je le trouve très intéressant. Fait que tant mieux. Fait que voilà, ça va être un entretien papier, par exemple.
Fait que c'est ça. Fait que bande-annonce, c'était vraiment tout cette semaine. Allons-y avec les sorties. Débutons avec, je pense, celui qu'on avait plus le goût de voir. En tant qu'adulte? Ah oui, Maxine de Ty West, le retour de Maxine sur les grands écrans. Maxine Minx. Pour conclure la trilogie surprenante de Ty West. Exact, même. Il avait présenté, j'ai oublié de noter les années, c'était quoi en 2022, les deux. Ah ouais, ok, bon. Ouais. X, qui était un genre d'hommage au slasher et cinéma porno, là, dans le fond. Donc, il y avait un tueur pendant le tournage en campagne, pendant le tournage d'un film porno. Fait que très jouissif comme film. Et le film avait été d'abord présenté à South by Southwest, puis tout de suite après le visionnement, il avait dit « Hey guys, on a une surprise, Mia Goth, qui est comme l'actrice principale, puis moi, on a fait un prequel qu'on a tourné pendant la pandémie qui s'appelait Pearl, fait qu'il était comme sur un des personnages, donc qui se passait avant. Fait que ça avait pris l'affiche en septembre, qui était un style plus, horreur psychologique un peu, là, sur sombrer dans la folie et blablabla. Puis il avait dit, hey, ça va se terminer avec quelque chose qui est dans les années 80, qui est le personnage de Maxine qui est dans X. Comment sa vie évolue après toute l'aventure, mettons, qu'elle a vécue dans le film X. Parce que le but dans sa vie, c'est d'être une vedette. Ouais. Peu importe, mais c'est ça, d'être connue. Fait que là, ici, dans X, on comprend qu'elle est une star du porno, à sa façon, à Hollywood, mais qu'elle veut entrer dans le cinéma plus traditionnel. Et la meilleure porte d'entrée pour ça, c'est souvent les films d'horreur, justement. Ouais. Tout ça est un peu méta, finalement. D'avoir, si tu penses, Mia Goth, qui est une actrice qui joue le rôle d'une actrice porno qui veut... dans un film d'horreur, qui veut jouer dans le cinéma, donc elle va faire des films d'horreur, tu sais, fait que tout ça a comme beaucoup trop de double sens. Là, on joue pas nécessairement avec ça, mais quand on y pense un peu, c'est buzzant. Fait que ici, bref, Maxine, on est rendu en 1985 à Hollywood, fait que c'est ça, notre star de la porno va voir ses débuts au cinéma, mais quand même menacée par un tueur en série de Night Stalker, je pense qu'il l'appelle, qui semble cibler les jeunes actrices, justement, à Hollywood, fait que... Est-ce que son passé va l'aider à se protéger ou va plutôt la rattraper? Hommage plus au VHS ici, à ce genre de film. Tu sais, c'est quasiment giallo d'une certaine manière, mais je sais qu'on est vraiment plus à Hollywood, puis je sais pas comment les giallos sont arrivés, là. S'ils sont arrivés tout seuls de leur bord ou s'il y a un lien entre Hollywood et le cinéma italien, là, mais cette espèce de film noir, tu sais, il y a la présence aussi d'un détective privé, d'un PI. Fait que je n'ai pas assez tous les codes pour voir c'est quoi les référents de ça, mais je vois qu'il y a un hommage à une ancienne période et une façon de faire des films, mais avec une sauce au goût du jour, peut-être dans le scénario, dans la manière qu'on touche à certains thèmes au travers de ça. Tu sais. Mm-hmm. Ouais, tu l'as bien dit. Je pense que c'est vraiment un film qui rend hommage à l'amour de cette époque-là, tant dans la musique, la synthé-pop, la façon de tourner les scènes aussi de meurtre, de suspense et tout ça. Ouais, 2-3 aussi, Needle Drop. Là, ouais, c'est ça. Fait que moi, quelques images assez marquantes et nous avait habitués à ça dans ces deux premiers films. Un petit peu de gore à gauche et à droite. Un peu de gore, mais... mise en scène de façon très originale qu'on n'a jamais vu de cette façon-là. Moi, j'avoue que j'ai été surpris. J'avais aucune attente en termes d'histoire, mais voyant la bande-annonce, il m'a un peu décontenancé. Je pense que j'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce genre d'histoire-là, mais ça se dit, c'est pas négatif. Un rythme un peu plus lent que j'aurais pensé. La bande-annonce laissait penser que ça serait un gros, je sais pas comment dire, un peu crowd pleaser, puis très horror flick. Il reste quand même dans la même veine du elevated horror, un peu plus niché, je pense. Ouais, puis à certains égards, je pense qu'on est plus proche de Pearl que de X même, que je trouvais X plus déjanté, plus drôle, peut-être un peu plus inventif dans la mise en scène. Là, on reste encore dans le thriller plus psychologique, à part quelques séquences plus gore, mais on n'est pas vraiment dans des moments de tension. Là, ouais, puis pas dans sur un film d'1h45, il y a des fois il y a une espèce de 40 minutes où il n'y a aucun meurtre et rien. Là, c'est ça. Comme on dit, le film a plein de qualités, mais si vous y allez pour ça,
ça va être on n'est pas Scream. Vous allez être déçu un peu. Vraiment pas. Mais ceci dit, c'est toujours aussi jouissif, intéressant. Maya Goth est toujours aussi formidable. Fait que moi, j'ai pas été déçu. J'ai bien apprécié. Je trouve aussi intéressant vraiment dans son univers que chaque film se déroule à différentes époques, un peu son style à lui. Fait que je trouve qu'il y a vraiment une originalité à ce niveau-là. Et évidemment, ayant été un grand amoureux de la Californie et d'Hollywood, ayant été à quelques reprises à Universal Studios, il faut souligner qu'une bonne partie du film se passe dans les décors, dans les studios. Parce qu'ils sont en tournage de son premier film. Fait que tu as un côté très méta que moi me fascine toujours. J'aime toujours voir à l'écran les coulisses de production, de cinéma, de film et tout ça, de tournage. Fait que j'ai été bien servi à ce niveau-là. J'avais un grand sourire pas mal tout le long, là. Ouais, puis il y a quelques affaires aussi qui nous ont déroutés. Tu sais, c'est bien fait l'espèce de tueur ou la personne qui semble lui courir après. On voit juste des gants noirs qui serrent, on sait pas c'est qui. Puis, je pensais que ça serait surtout en se fiant au casting. Ça va peut-être être telle personne. Puis on a été quand même déroutés là-dessus. Tu sais. En parlant du casting, c'est peut-être pas tous des noms qui vous disent de quoi, mais Elizabeth Debicki qu'on voit dans plusieurs films. Moi, je me souviens surtout dans Widows, il y a quelques années. Elle interprétait aussi la princesse Diana dans The Crown. Ah, voilà. OK. C'est vrai qu'elle ressemble. Oui, je pense. Elle avait gagné un Golden Globe, si je me mémoire. OK. Elle a fait la réalisatrice du dit film. Michelle Monaghan et Bobby Cannavale qui font deux policiers qui commencent à essayer justement d'élucider le fameux tueur. Giancarlo Esposito qui joue son agent, qui est rendu le chef des caméos, quasiment. Ouais. Puis Kevin Bacon aussi qui joue ce fameux détective privé qui essaie de la retrouver. Fait que, je pense que, ceux qui ont adoré les premiers volets, voilà, le troisième est à l'affiche, allez le voir. Puis pour les autres qui disent, c'est quoi cette affaire-là? Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir vu les autres. Cela dit, il y a Pearl, aucun problème, parce que Pearl fait référence à d'autres personnages qui sont en lien avec X, mais elle c'est un peu spoiler, mais elle est survivante par rapport de X. Fait que son passé va la rattraper un peu, mais vous pouvez tout comprendre ce qui s'est passé, puis si vous aimez le film, après, écoutez X à ce moment-là. T'sais. Non, parce que les clés nous sont données pour comprendre. C'est ça, le film peut vivre de lui-même. Puis d'ailleurs, c'était conçu de cette façon-là. Ty West l'avait dit. J'ai fait un peu de recherche parce que j'étais intrigué par justement le background des meurtres du Night Stalker et tout ça. Parce qu'on ne le voit pas nécessairement dans le film. Là. C'est comme un peu un récit. Ouais, puis on le voit beaucoup quand il passe devant des télés, puis c'est les médias. C'est ça de ce qui se passe. Puis je me demandais, est-ce que c'était vrai, pas vrai, fake et tout ça. Donc, il y a vraiment eu le meurtrier, le tueur en série, le Night Stalker, qui a œuvré d'avril 84 à août 85. Okay. Il s'appelait Richard Ramirez, puis il avait fait 14 victimes quand même, mais c'était plus des victimes un peu random. En fait, c'était quelqu'un qui avait des grands problèmes de consommation, fait que c'était des break-in, donc des cambriolages dans des maisons, puis souvent, tuait, violait et s'amusait avec les victimes, là, probablement qu'il était coqué et tout ça quand il faisait ça. Puis, pour X raison, il a laissé une de ses victimes en vie, qui a réussi à l'identifier, à la police de faire un portrait robot. Puis il s'est fait appréhender pour un vol de voiture. Puis il y avait une empreinte. En fait, c'est pas au moment qu'il a volé la voiture, mais ils ont trouvé une empreinte digitale sur la voiture. Fait qu'ils ont réussi à trouver qu'il y avait déjà il était fiché dans la police. Il y a un casier judiciaire, tout ça. Fait que c'est comme ça qu'ils l'ont attrapé. C'est quand même assez fou. Puis en 89, il était condamné à mort. Oui, mais il est décédé en 2013 en prison parce qu'il attendait toujours de passer. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il était condamné à mort. Moi, je pense une couple d'années d'habitude. Peut-être pas dans la semaine, mais j'ai l'impression que souvent, des fois, quelques années, tu entends des fois des trucs comme ça, mais pas loin de 30 ans, c'est assez... 25 est-ce que c'est parce qu'entre-temps, la peine de mort a été abolie ou quelque chose comme ça? Puis, je pense pas, parce qu'il disait qu'il était encore sur le death row, là, donc sur l'allée de la mort. Je sais pas trop quoi, fait que je sais pas si c'est parce que des fois tu peux faire des contestations, des demandes de revision de peine, ou en tout cas. Fait que, bref, je sais pas si c'est au niveau judiciaire ou si c'est juste le temps normal. Là, j'étais comme un peu étonné de voir ça. Il doit y avoir, tu vois, c'est comme
une histoire de pop culture au travers de tout ça. Là. Ben, c'est un peu... Ouais, aujourd'hui, on dirait que les tueurs en série deviennent de la pop culture. Là. Mais bon. Mais il y a souvent aussi dans le film, on voit des manifestations à l'entrée du studio, beaucoup de monde de la droite religieuse qui sont comme contre les films porno, les films d'horreur, puis c'est le démon faire ça. Puis comme on discutait... Tu me disais, il y avait aussi beaucoup à l'époque la musique rock'n'roll puis ces affaires-là. Heavy metal, surtout. Heavy metal, je me rappelle de cette époque-là avec justement Twisted Sister. On nous montre un extrait où Dee Snider va devant le Congrès américain. Puis, il parle du explicit lyrics advisory, là, je sais plus trop quoi. Oui, puis c'était là toutes les rumeurs avec les messages subliminaux enregistrés dans la musique. À l'envers. Ça fait que... je me rappelle, j'étais quand même jeune, là, j'avais 9-10 ans, mais je me rappelle un peu de tout ça, là, effectivement. Puis tout le phénomène entourant Donjons et Dragons, parce que là, c'était la sorcellerie. Puis... Il y avait le film d'horreur The Gate, là. C'est dans les années 80, que j'ai jamais vu. Ça. Ouais. C'était un petit gars qui écoutait du métal, là, un genre de proto Iron Maiden, machin. Puis à un moment donné, il mettait son vinyle à l'envers. Puis là, ça faisait une incantation. Puis ça ouvrait une porte vers l'au-delà. Puis là, il y a des monstres, des démons, des créatures qui sortaient beaucoup en stop motion. Puis des choses comme ça. Pendant que ça arrive. Je sais plus si c'est le 1 ou le 2 que j'ai vu, là, que j'avais acheté genre en VHS au Village des Valeurs. Là. Puis c'était l'espèce de week-end où les parents sont pas là. Puis là, ça, c'est les jeunes enfants, mais la grande sœur avec ses amis font un party. Puis restez dans votre chambre, puis fermez-vous, mais là, blablabla. Fait que genre de film d'horreur pour toute la famille, là, assez léger quand même. Là. Ouais, c'est ça, parce que comme c'est tous des enfants, ben ils meurent pas. Là, mais c'était tout un gros courant. Il faut vous rappeler qu'on était à l'époque aussi du retour du conservatisme à la Reagan, au milieu des années 80. Okay. On baignait beaucoup là-dedans. D'ailleurs, ce qui est drôle, je pense que peu de gens savent ça, mais une des femmes qui était derrière tout ce mouvement-là, c'était Tippi Gore, qui est la femme de Al Gore, le vice-président de Bill Clinton, quand même, qui est une démocrate, mais je pense qu'elle est très croyante et religieuse et pieuse. Oui, c'est ça, conservatrice dans ses mœurs. Oui, c'est ça, effectivement. Fait que, voilà. Pour Maxine, donc, comme on dit, boudez pas votre plaisir si vous avez adoré les 2 premiers films. Allez voir ça. Et Ty West a dit que c'est peut-être pas le dernier. Ah ouais, OK. Ouais, ça a été confirmé récemment qu'il plancherait sur un autre film. OK. Donc, à suivre. Ben, tu sais, j'haïrais pas non plus qu'il continue à travailler avec Miyamoto, mais qu'il aille comme complètement ailleurs avec un nouveau personnage ou quoi que ce soit. Mais peut-être. Mais ça peut être intéressant d'explorer Maxine quelques années plus tard. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a un potentiel assez énorme, tout dépendant de l'angle qu'il donne à l'histoire à ce moment-là. Ouais. Mais bref, à suivre. Sinon, alors, complètement ailleurs, avec l'offrande familiale de la semaine. Oui. Là, on est dans le beaucoup plus léger avec Détestable moi 4. Moins de décapitation, là, voire aucune. Bien que les mignons, des fois, sont un peu rough entre eux. Hein? Ouais, c'est ça. C'est plus des claques, là. Ouais, c'est ça. Despicable Me 4, Détestable moi 4 de Chris Renault et co-réalisé avec Patrick Delage, je sais pas si c'est un français aussi. Ça doit, c'est toutes des... Mais Chris Renault, je pense pas que c'est un français. C'est un français, lui? Ouais, derrière, c'est genre Christopher Renault, sûrement. Ouais, genre peut-être, là. Mais, c'est ça. Mais lui, il a fait Détestable 1 puis 2, Secret Life of Pets 1 et 2. Il doit réaliser, produire toutes les autres. C'est le fondateur d'Illumination, en fait. OK, c'est ça. Mais tu vois, il n'a pas réalisé toutes. Mais ça sonne vraiment comme réalisé par Chris Renault, co-réalisé par Patrick Delage, que lui a travaillé dans l'animation, mais c'est la première réelle. Fait que c'est un genre de stage avec... c'est comme ça qu'on fait, puis Disney font souvent ça aussi. Là, Pixar, on voit souvent des fois aussi... T'as un réalisateur principal, puis souvent comme un co-réalisateur. Ouais, puis quand tu checks son IMDb, il a fait du Art Department sur 22 films, mais c'est sa première réale. Fait que voilà, on retrouve les voix de Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin qui fait les mignons, puis cette fois-ci, Will Ferrell fait son entrée en Maxime le Mal et non pas Maxine cette fois-là. Écoute, synopsis, la famille de Gros travaille maintenant dans les espèces de super vilain, mais anti-super vilain. Là, fait qu'un peu l'agence de Ligue anti-vilain. Là. Ouais, c'est ça, AVL, Anti-Violent League. Puis, fait qu'ils font une arrestation sur Maxime le Mal, qui est une espèce de super coquerelle, puis qui travaille beaucoup avec le pouvoir des coquerelles.
C'est un ancien rival à l'école ouais, aussi. C'est ça, à l'école des méchants, Fait que mais là, Maxime le Mal va s'évader, menacer sa famille. Donc, Gru va devoir être relocalisé comme les protections un peu. Ouais. Fait qu'il va essayer de passer incognito là-dedans, mais on va le reconnaître. Il va devoir se retrouver pour protéger sa famille à commettre un vol ultra secret pour que son identité soit pas révélée, etc., etc. Tout ça parsemé d'aventures de minions qui... pas les 3 principaux, pas Bob et les autres parce qu'ils sont avec Gru, mais dans tous les autres, il y en a qui vont se faire transformer en super minions un peu, donc un genre de clin d'œil à tous ces films de super-héros parce que même s'ils veulent bien faire, ben, ils sont toujours un petit peu incompétents, les minions, fait qu'ils vont peut-être davantage semer le chaos au travers de tout ça. Écoute, c'est un film qui se veut d'abord divertissant, drôle, léger, parfait pour sortir en famille l'été parce que soit il pleut ou qu'il fait trop chaud puis vous voulez un peu d'acclimatiser. C'est quoi, du genre de 5 ans et plus sans problème. Vraiment, pour les plus jeunes, on voit que les gags très visuels sont faits pour faire rire les plus jeunes, effectivement. Fait que puis j'ai pas refait tout le... Je me souviens que quand on avait fait les Minions 2 il y a 2 étés, je pense. J'ai fait tout le cumulatif de l'argent, mais c'est une franchise, on a déjà parlé. Là, Moi, je les ai, les stats, je les ai repris. On pourra les mettre à jour. Mais au total, ils doivent être à comme 4-5 milliards. Là, avec, on va y aller tout de suite. Oui, 4,7 milliards au total. Ouais, c'est pour 6 films. Budget moyen quand même. Pour 6 films, mais ça, c'est le 6e film. Pour 5 films. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Fait que budget moyen de 75 millions. Oui, c'est fou ce que Illumination fait. Je sais pas comment ils font, ou c'est peut-être juste les salaires moyens, ou je sais pas trop. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a moins de staff aussi. Je pense que Disney travaille vraiment avec une grosse équipe, souvent de 200-300 personnes, donc peut-être qu'un peu moins. Ouais, ben je pense que ce qu'on m'avait dit aussi, c'est que l'idée à la base du premier film, les Minions existent parce qu'il y avait comme pas assez d'argent pour avoir plein de petits humains ou des personnes de petite taille ou quoi que ce soit. Puis c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, cette espèce de créature-là qui n'existe pas, que personne va se poser de questions, mais tu sais, c'est un tube avec des bras et des jambes, là. Fait que tu sais, au niveau de l'animation, tout coûte moins cher en rendu. Fait que c'est un peu du... Probablement, ouais, quelque chose qui a coûté moins cher, mais qui a... Je sais pas, au lieu de prendre des animaux, tu sais, s'il y avait une armée de chats, ben, tu sais, ça coûte vraiment, touché, ou de singes ou quelque chose de même. Fait que c'était comme une façon de cheaper. Ça coûte pas rien, mais c'était comme moins dispendieux à animer. Mais... Écoute, et le revenu moyen par film, 780 millions. Ouais, mais c'est un excellent retour sur investissement. Et ça, c'est juste en cinéma. Ah oui, c'est ça. Fait que ça, c'est sans les ventes DVD, mais aussi c'est aussi fort que les Toy Story, etc. Et les Inside Out. C'est comme, il y en a des sacs à dos, des édredons, des chandails pour enfants, des costumes d'Halloween, des mignons gonflables de Noël que tu mets sur ton terrain. T'sais. Oui, c'est très lucratif comme entreprise. Une bonne propriété intellectuelle, très lucrative, oui. Fait que on est vraiment dans la continuité ici. Moi, personnellement, je préfère plus les films des Mignons que Détestable Moi. Okay. Je trouve qu'avec Détestable Moi, on a souvent comme 2 films en un. On a la trame avec Groupe, mais comme une sous-trame avec les Mignons qui sont juste là pour des petits numéros, faire leur petit slapstick, leur truc pour faire rire un peu. Je pense qu'ils sont comme victimes de leur succès, fait qu'ils peuvent pas ne pas les mettre parce que les gens viennent un peu pour ça. Ben oui, mais là, ils sont plus au cœur du récit. Dans le 1 puis dans... J'ai pas vu le 3, mais 1 puis 2 là, qui volent la lune, puis tout, il était plus là, c'était son armée, mais là, c'est comme si... Ouais, vu qu'il est plus méchant, il en a plus vraiment besoin, mais... Ils sont là par défaut. C'est ça, fait qu'il faut leur trouver autre chose à faire. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme vraiment... dans ce film-là, l'histoire de Groupe et sa famille, puis les Mignons à la grosse bâtisse en VL qui font leurs affaires, puis ça va se recouper à la fin. Mais sinon, écoute, des moments très sympathiques. J'ai bien aimé Will Ferrell, si vous le voyez en version originale anglaise. Vrai, qui fait Maxime le Mal, qui se donne une espèce d'accent français et tout. Puis j'aimais bien aussi, c'est niaiseux, mais la coupe de cheveux de Maxime le Mal est comme très à la mode là, de raser ses côtés, mais une espèce de grosse toupette coiffe que tu t'envoies, une back coiffe. Influenceur un peu, c'est un peu. Ça fait jeune. Ouais, c'est ça. Style OD. Ouais, puis Gros qui est comme complètement chauve à côté de ça. Fait que, je sais pas, eux autres, il n'y a pas vraiment de guerre capillaire, mais moi, je trouvais ça intéressant. Et Gros Junior, quand même, faut se souligner. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un bébé qui est... Il était-tu dans le 3? C'est-tu l'enjeu du 3? Je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Ou il est comme apparu entre les 2 films, peut-être? Peut-être, ou peut-être à la fin du 3. Mais c'est trop loin dans ma mémoire. Fait que bref... très sympathique parce qu'évidemment, le Gros Junior déteste son père. Fait que, oui, il n'en veut que pour sa mère. C'est ça. Fait que,
quand il arrive des malheurs à son père, ça le fait bien rire. Oui. Donc, fait que voilà, pour Détestable Moi 4. C'est ça. Puis sinon, tu sais, c'est ça, la trame de Gru est tout autant de l'espèce d'action espionnage, là, comme il y avait dans les autres films. Mhm. Tu sais, j'écoute, je sais pas si... C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est à la hauteur de l'ensemble de la franchise et de tout. Là. Je pense que vous ne pouvez pas être foncièrement déçu si vous savez ce que vous allez voir. Je sais pas s'il va avoir le même effet que... Inside Out, la raison pourquoi il fait autant d'argent, c'est aussi parce que il y a un effet nostalgique puis qui plaît à beaucoup de monde. Tu sais, veux pas les Détestables, ça fait comme 15 ans que ça existe à peu près. Fait qu'il y a du monde qui ont vu ça à, mettons, 10 ans, puis là, il y en a 25 aujourd'hui, ou qui sont allés... Fait que là, il y avait un père de 30 ans qui est rendu à 45, à 50. Est-ce qu'il va falloir retourner avec ses enfants de 22 pour dire « Ah, on y va, comme dans le temps, c'était drôle, blablabla. » Fait que c'est là qu'un film est encore plus performant sur le marché. C'est quand t'es pas juste dans, bon... 2 adultes avec leurs enfants de 4 à 10 ans, mais t'es comme, non, tous âges vont y aller pour se souvenir. Ou quand des gangs d'amis ils vont aussi, là, voilà, ados, jeunes adultes, ils viennent 5, 6, 7. C'est ça. Oui, parce que, mettons, des jeunes de 15 ans peuvent dire, ça dépend si t'es un petit peu à l'âge où c'est comme, c'est trop bébé, je peux pas y aller, mais dans le fond, j'ai écouté les 3 puis le mignon jusqu'à il y a 2 ans, mais là, comme jouer avec tes... Moi, je me souviens de l'âge où... pareil. Aller voir un film de Batman, c'était pas pareil, ça a toujours été un peu cool, mais que j'étais comme en 6e année, puis je jouais encore avec mes figurines Batman, mais je le disais pas, genre. Je le savais à l'école qu'il fallait pas que je dise que je faisais ça, mais chez nous, en fait, ça, je jouais un peu, mais j'avais aussi moins de fun qu'avant, parce que tu commences à être un peu brisé de ça, puis t'es comme... Ouais, finalement, j'ai peut-être plus envie d'aller jouer au basket avec les cools à l'école que... avec mes amis à l'école plutôt que ça, mais t'es comme... je sais pas. Fait que tu peux jouer, mais tu te rends compte que c'est plus le fun. Fait que tu le sais que... Ouais, les Legos, je les continue un peu plus longtemps, même à faire non plus. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? J'ai fait 4 heures de Lego, c'était malade. T'sais. Je me gardais une petite gêne, là. Mais, j'ai chillé. Ouais, c'est ça. J'étais avec mes parents, ils sont trop cons, là. Voilà. Allons complètement ailleurs. Oui. Moi, un film qui m'a surpris, que j'ai quand même bien aimé. Première affaire de Victoria Musier-Delac. Oui, c'est ça. Un premier film pour elle. Oui. Mais pas un premier film pour Noé Habitat, qui est quand même... Elle a 25 ans, elle est super jeune, mais elle a commencé au cinéma à genre 16 ans. Fait qu'elle est là depuis toujours. Là, elle avait commencé avec Ava. Puis moi, je me souviens l'avoir découvert dans Genèse de Philippe Lesage. Fait que c'était une coprod Québec-France. Puis elle faisait comme la demi-sœur de... j'ai oublié son nom. Lui qui était dans Solo. Théodore Pellerin. Théodore Pellerin, c'est comme sa demi-sœur là-dedans. Elle a joué dans Slalom aussi. Super bon film français sur un coach, disons, abusif et aux mains baladeuses d'une jeune prodige de ski alpin. On retrouve aussi Anders Danielsen Lie, qui est un nom qui vous dit probablement rien, mais c'est un Norvégien polyglotte qui parle super bien français. Fait qu'on l'avait vu notamment dans Julien en 12 chapitres, que moi j'avais adoré, entre autres. Je pense que t'avais apprécié, moi j'ai adoré. Ouais. Mais il a joué dans d'autres films comme ça, là, de Joachim Trier, Oslo, 31 août, des choses comme ça, mais dans des films français aussi au travers de ça. On suit une donc jeune avocate parisienne qui est fraîchement diplômée puis qui va être comme lancée dans sa première affaire criminelle au nord de la France pour défendre un jeune adulte qui est accusé du violent meurtre de sa voisine, qui elle croit innocent, puisque c'est ce qu'il réclame lui aussi. Fait qu'il est un peu balancé là-dedans au travers des policiers, donc le policier joué par Anders Danielsen, qui est comme... qui va peut-être un peu la manipuler au travers de ça parce qu'elle est vraiment green, là, dans le fond, elle est vraiment nouvelle dans tout ça. Il faut souligner en plus que ce n'est pas... À l'origine, elle est avocate pour des crimes financiers. Oui, c'est ça. Fait que c'est même pas son domaine, là. Elle est comme parachuté un peu là-dedans, mais elle est comme prend envoyée là-dedans en pensant que ça sera pas grand-chose, mais finalement, elle est comme accrochée à ça, fait qu'elle tombe dans le criminel puis devoir plaider puis tout. Fait que c'est comme un monde d'entrée sur le monde criminel, le monde juridique. Mais le film va travailler beaucoup aussi sur son côté personnel, donc devient aussi une espèce de drame de mœurs. Elle a 25 ans, mais elle habite encore chez ses parents avec sa sœur aussi, fait qu'elle est très maternée, elle est très contrôlée par les gens autour d'elle. Puis c'est comme quelqu'un qui doit être très bonne dans les livres puis dans la théorie, mais que elle a de la misère à parler quasiment, puis à s'exprimer un peu, prendre place. Puis elle va un peu se lier d'amour avec ce dit policier.
Fait que tout ça va la mettre un peu le doigt dans l'engrenage. C'est pas monté non plus comme un gros thriller psychologique d'enquête. Personne n'en veut à sa vie. Là, ça va. Là. C'est vraiment comme un peu l'histoire de cette jeune avocate-là dans toute cette situation-là. Ben, comme une quête d'émancipation. Là, parce qu'elle essaie de se trouver sa place. Puis dans un milieu qu'on voit jamais. Oui, non, c'est ça. Ben, c'est ce que moi j'ai apprécié, justement, ce genre de dichotomie-là. Puis, il y en a tellement de drames judiciaires, drames juridiques. Fait que je trouvais que l'angle, je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un, justement, qui connaît ça pour la première fois, qui est plongé là-dedans, fait qu'à travers ses yeux, on découvre un peu ça. Et c'est tellement bien joué. Moi, je la connaissais pas, la comédienne. Je l'avais jamais vue dans un autre film. Elle n'a pas fait des gros blockbusters, des drames de mœurs, des films un peu indie français. Vraiment très efficace. Et le jeune comédien aussi, là, qui fait l'accusé, qui ressemble à un jeune Antoine Bertrand dans Les Bougons. Là, oui, peut-être, très bien joué à l'époque. Et parce qu'à chaque fois que je le voyais, je me disais, on dirait que c'est... Fait que, bref, fait que si vous aimez... il y a la chienne complètement en prison aussi, c'est là, ça. Parce que le temps de son procès, puis tout, il y a genre 21 ans. Là, puis... Ouais. Fait que non, film vraiment bien écrit, bien construit, un anglais intéressant, une histoire. Encore là, faut se dépêcher parce que c'est un film qui va être sur des écrans assez limités. Là, je pense parce qu'il va y avoir une grande sortie. Ben c'est ça, il y a tellement de blockbusters et tout, puis même les blockbusters québécois là, qui s'en viennent et tout, que des petits films comme ça, il faut qu'ils... Passe un peu en coup de vent, mais si vous aimez ce genre-là, ne le ratez pas. Souvent, c'est intéressant. Comme on dit, les cinémas n'ont pas le temps d'être patients avec ces films-là parce qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres gros films, mais il y a d'autres petits films qui viennent. Là. Le rythme est quand même ahurissant. Et une autre comédie. J'avais juste un petit fun fact intéressant. Ben oui. La réalisatrice s'est inspirée, en fait, d'une jeune femme de son entourage. Elle n'a pas spécifié qui exactement, mais qui justement, elle a vécu ça. C'était une avocate un peu coincée, qui relation amoureuse. Ça, non, mais qui a eu son premier cas et tout ça. Et puis qu'elle s'est justement comme sortie de sa coquille, elle s'est trouvée. Elle trouvait ça fascinant de voir cette transformation-là, tant physique aussi que par son apparence que psychologique. Fait que c'est ce qui lui a donné le goût d'écrire l'histoire du film, le scénario. Puis ce qui est intéressant, c'est que le cas que cette femme-là a travaillé, c'était un grand-père qui était accusé d'abuser ses deux petites filles, qui est le sujet de son prochain procès à la fin du film. C'est vrai, Fait que c'était, je pense, un petit clin d'œil à ça. Fait que j'ai trouvé le lien intéressant. Alors, bref, c'était ça que je voulais juste dire. Puis si vous dites, voyons, l'histoire de premier dossier et tout, ça n'a rien à voir avec l'avocat du diable. Je sais pas si tu te souviens, Keanu Reeves, puis il n'y a pas de surnaturel Al Pacino. ici. Non, c'est ça, exact. Comédie française, écoute, il y en a beaucoup cet été. Et plus si affinité de Olivier Ducré et Wilfried Méance. Fait que c'est un huis clos contre la vie de son mari. Une femme qui va inviter à souper le couple, disons, sexuellement libéré, qui habite l'appartement au-dessus. Fait qu'eux, ils sont toujours en train de les entendre faire l'amour à toute heure du jour et de la nuit. Fait qu'ils invitent à souper pour un peu calmer le jeu, si on veut, juste se mettre bon copain pour peut-être dire vous allez peut-être pouvoir faire attention un peu plus, mais tout ça ouvre à une espèce de dialogue sur la sexualité, mais peut-être qu'il y en a qui ont des intentions différentes dans tout ça. Fait qu'un huis clos adapté d'un vaudeville espagnol, dans le fond, avec entre autres Isabelle Carré et Bernard Campan, qui est souvent dans des comédies. Ça dure genre 1h20, 1h15. Là, c'est vraiment... on se tape sur les cuisses... du début à la fin, et c'est tout, et on rentre chez soi et on est heureux. C'est ce qui conclut les sorties ce week-end. La semaine prochaine, 12 juillet, Nos Belles-Sœurs de René Richard Cyr. Gros film, j'ai bien hâte de voir, qu'on devrait être capable de parler à l'équipe si tout se passe bien, touchons du bois. Fly Me to the Moon, qui pique quand même ma curiosité, espèce de... rom-com, mais sur un fond d'aventure fantaisiste, dans le fond, le fameux mythe de est-ce que l'alunissage était vrai ou était filmé. Par Kubrick. Avec, c'est ça, avec Scarlett... Mais dans le film, on ne semble pas parler de Stanley Kubrick, cela dit. Avec Scarlett Johansson et Channing Tatum. Mais surtout, le mystérieux Long Legs de Oz Perkins. Il est comme apparu de nulle part dans les dernières semaines, puis là, il y a un buzz. Ça fait quelques... Ils ont vraiment travaillé ça. C'est Neon, ici, qui est aux États-Unis, qui a produit ce film-là. Puis ils l'ont vraiment amené comme super mystérieux. C'est un film de genre de tueur en série
sauce jeune agente du FBI. Il y a beaucoup de comparaisons avec The Silence of the Lambs. Voilà, c'est ça. Là. Mais je pense qu'en plus, il y a une facture beaucoup plus indépendante et comme morbide un peu, là, sombre. Anxiogène. Ouais, c'est ça, que la performance du tueur qu'elle va aller interroger puis tout, là, fait qu'on est plus dans le glauque. Puis, ouais, c'est ça, fait qu'ils sont allés beaucoup avec des petites bandes-annonces de 30 secondes très cryptiques avec comme on disait, le tueur a l'air d'avoir un genre de cipher, là, une espèce de code là, un peu à la Zodiac, puis des choses comme ça. Fait qu'on sait comme rien de ce film-là. J'ai vu des premiers avis sur Letterboxd qui sont excellents. Ouais. Fait que ça sort la semaine prochaine. J'ai bien hâte de voir ça. Je pense que ça va être vraiment dans notre tasse de thé, ça. Ouais. Comme vous dites, c'est un peu bête que Maxine puis Longlegs sortent en même temps parce que même s'ils ont des genres différents, je pense qu'ils parlent quand même au même public. Fait que raison de plus pour vous dépêcher d'aller voir Maxine parce que ça se peut que les deux, malheureusement, se battent un peu pour du temps d'écran là, dans votre cinéma rapidement. Fait que c'est tout. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et comme dit la sage Maxine, n'acceptez pas une vie que vous ne méritez pas.